Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne numérique TAL TV. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, célébrée ce 19 juin, l'attention est une nouvelle fois portée sur cette maladie génétique qui touche des milliers de personnes à travers le monde. Au Niger, malgré les efforts de sensibilisation et de prise en charge, de nombreux défis restent à relever. Les précisions dans ce reportage signé Rachida Koulibaly et Tijani Ibrahim. La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine, la protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Le globule rouge, il est en demi-lune au lieu d'avoir une forme ovalaire. Et cette forme fait en sorte qu'elle devient trop sensible à beaucoup de choses. Par exemple, les variations climatiques. Les premières manifestations cliniques, c'est l'anémie. Mais chez les enfants de 0 à 5 ans, il y a ce qu'on appelle le syndrome pied-main, c'est-à-dire qu'on a une augmentation, une tuméfaction du dos des mains et du dos des pieds. Il y a les douleurs. Donc, quand ils viennent en consultation, on examine le patient. Il y a d'autres signes que le médecin va chercher. Le test le plus important, c'est un test de sang qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, à travers l'électrophorèse de l'hémoglobine, on va mettre en évidence donc, cette malformation de l'hémoglobine. Au lieu de l'hémoglobine A, qui est l'hémoglobine normale, le test va donner l'hémoglobine S, ou bien donc ça peut être un SS ou bien un SC, parce que c'est ça les formes majeures. Il y a également une troisième forme qu'on appelle la S-bêta-thalassémique. Deux types de complications caractérisent cette maladie, toute chose qui peut être prévenue en respectant une hygiène de vie saine et en ayant effectué en amont le test prénuptial avant mariage. Nous avons les complications aiguës et les complications chroniques. Dans les complications aiguës, la complication la plus fatale, c'est ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Dans le syndrome thoracique aigu, c'est le malade qui vient, qui a une douleur thoracique intense, une difficulté respiratoire. Parfois, il y a des signes d'anémie. On peut avoir des complications chroniques. C'est surtout vraiment la néphropathie drépanocytaire avec une insuffisance rénale qui nous préoccupe. On peut avoir également des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent apparaître à l'âge adulte. Et vous allez voir chez les drépanocytaires des plaies chroniques, surtout au niveau de la jambe, qui peuvent prendre des dizaines d'années parfois avant de cicatriser, ou bien parfois ça devient vraiment une plaie à vie. On peut l'éviter. Il suffit juste de faire un bilan avant de se marier. Vraiment, c'est une maladie qui nécessite une hygiène de vie correcte. Le Centre national de référence de la drépanocytose, principale référence au Niger en matière de prise en charge de cette pathologie, a enregistré 17 301 consultations de l'hémoglobine en 2023, parmi lesquelles une vingtaine de drépanocytaires est détectée chaque semaine, soit 8 492 patients régulièrement suivis. Au regard de l'ampleur que prend cette maladie, le corps soignant et les patients lancent ce cri de cœur. L'État doit nous aider par rapport, ne serait-ce que trouver une place pour faire la prise en charge de nos patients. On a besoin de ces décideurs pour financer la drépanocytose comme les autres maladies. On a besoin d'aide dans ce centre, car vraiment nos enfants sont négligés. Vous avez vu ici, tout est payant. Imaginez avec un enfant drépanocytaire, il y a d'autres qui ont 2, 3, 4 jusqu'à 5 enfants. La prise en charge vraiment pour les parents, même pour ceux qui en ont, c'est difficile. À plus forte raison, il y a des démunis qui ont besoin de soutien de l'État. Vous voyez maintenant, quand la personne est hospitalisée, même l'hospitalisation c'est un problème. Parce que parfois vous venez, les manques des locaux, il y a l'infrastructure qui sont insuffisantes. Et au niveau de l'hospitalisation, vous voyez les lits, parfois vous vous trouvez avec 2, 3 malades. Et imaginez avec les symptômes pathologiques, d'autres enfants vont amener, ils se contaminent. Les médicaments qui sont insuffisants. Il reste à garder espoir que ce cri de cœur fasse oui. Face aux défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté, la contribution de chaque citoyen devient essentielle. Première force démographique du pays, la jeunesse est appelée à jouer un rôle déterminant dans la préservation de la paix et de la sécurité. Entre sensibilisation, vigilance citoyenne et promotion du vivre ensemble, les jeunes peuvent être de véritables acteurs de la lutte contre l'insécurité. Reportage signé Raïla Ibrahim et Moubarak Mortala. Face aux défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté, la jeunesse apparaît comme un acteur incontournable de la préservation de la paix et de la cohésion sociale.
Par sa vigilance, son engagement citoyen et sa participation aux actions de sensibilisation, elle contribue à renforcer la résilience des communautés face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité. Leur contribution est également essentielle dans la prévention de la délinquance, de l'extrémisme violent et de toutes les formes de violence susceptibles de fragiliser le tissu social. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, la jeunesse joue un rôle prépondérant, ne serait-ce que pour voir le concours de la fois passée de la police nationale. Vous avez vu, l'État avait demandé 3 000, mais il y a 28 000 déjà qui se sont engagés pour aller au niveau de ce concours. C'est pour vous dire que la jeunesse, elle a la volonté de pouvoir accompagner. La jeunesse, elle veut réellement accompagner le régime pour que réellement la paix puisse rayonner dans notre pays. À l'allure où vont les choses, il faut que notre jeunesse comprenne que ce soit votre propre frère, s'il prend une arme contre l'État du Niger, il devient l'ennemi des 27 millions de Nigériens. Et nous allons les combattre. Le message que le président de la République a véhiculé aux gens, de dire Dome Leili, donc c'est ça. C'est pour que tout le monde s'applique dans la sécurité. La sécurité, ce n'est pas une affaire de militaires ou de FDS, c'est pour tout le monde. On devrait se unir pour faire le Niger un symbole, pour faire le Niger un pays de la paix. Conscients de cette responsabilité, de jeunes s'investissent aujourd'hui dans des initiatives communautaires visant à promouvoir la paix et la sécurité. Un engagement qui témoigne de leur volonté de participer activement au développement et à la stabilité du pays. Nous disons vraiment à chaque fois aux populations nigériennes de vraiment veiller à la stigmatisation. Nous, en tant que jeunes, nous devrons veiller à faire appel aux autorités qui ont le droit à gérer l'affaire. En tant que jeunesse nigérienne, on sait qui est suspect, qui est présumé suspect, qui ne l'est pas. Moi, je pense que dans ce genre de situation, les jeunesses qui font les fadas aux alentours des quartiers doivent être en collaboration parfaite avec les autorités locales et avec les FTS. Il faut que les gens dénoncent avec promptitude. Il y a des numéros, des lignes vertes qui sont publiées. Il faut que les gens les utilisent. Nous en appelons à la vigilance, à la prise de conscience de notre jeunesse. On va appeler quand même cette jeunesse à rester vigilant. Nous souhaitons que la jeunesse soit engagée et prête à accompagner nos FDS. Véritable force vive de la nation, la jeunesse a un rôle déterminant à jouer dans la consolidation de la paix en misant sur l'engagement citoyen, responsabilité collective. Elle peut contribuer efficacement à bâtir un environnement plus sûr pour tous. Dans le contexte marqué par de nombreux défis sociaux, les leaders religieux continuent de jouer un rôle important dans la préservation de la paix et du vivre ensemble. À travers leurs prêches et leurs actions de sensibilisation, ils contribuent au renforcement de la cohésion sociale et au sein des communautés. Reportage Zahra Dinali et Ibrahima Abdoulaye. La cohésion sociale peut être définie en fait comme cette capacité qu'a un peuple, une communauté ou une nation à pouvoir vivre en harmonie en dépit de certains clivages, de certaines différences liées à l'ethnie, à la culture, à des conceptions culturelles, à des positionnements, mais en dépit de toutes ces particularités, ces spécificités, eh bien que cette communauté, que cette société arrive à s'entendre et vivre dans l'acceptation de l'autre en dépit de la différence. Dans les grands villages comme dans les grandes villes, les leaders religieux sont des références pour la population. Leur parole est écoutée, leur médiation est aussi respectée. Ils interviennent dans la prévention des conflits, la sensibilisation à la paix et la résolution des tensions intercommunautaires. Ils utilisent les sermons et l'enseignement pour promouvoir des valeurs de tolérance, de fraternité et de respect de l'autre. La responsabilité des leaders religieux consiste à enseigner les principes et les préceptes de l'islam en relation avec la paix et la sécurité. Enseigner des préceptes qui apaisent le cœur, qui guident les esprits dans le sens de cultiver la non-violence, l'amour du prochain et la paix de façon générale et de faire preuve de cela. Du point de vue de notre religion, notre confession, c'est la paix que nous sommes appelés à apporter partout.
La Bible dit que nous sommes appelés à un ministère de réconciliation. Un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Quelque part aussi, il est écrit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La cohésion sociale, je dirais qu'elle doit commencer même à la maison, en famille. En tant qu'être humain, nous avons besoin de réfléchir vraiment. Qui est l'autre? Nous prions vraiment que Dieu vienne détruire toutes les causes, toutes les raisons que nous avançons pour alimenter la division, alimenter cette différence-là. Dans un contexte de crise multiforme, leur engagement est reconnu également par les autorités qui sollicitent leur appui pour renforcer la cohésion nationale. En termes de prédication, en termes d'appels lancés sur les zones des médias dans les mosquées ou ailleurs à chaque occasion, le recours des leaders religieux est celui d'utiliser tout l'encadrement que l'islam a préconisé pour faire régner la paix, notamment à travers des bonnes expressions avec un langage doux et persuasif. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, les leaders religieux demeurent des piliers incontournables par leurs paroles, leur sagesse et leur autorité morale. Ils renforcent la cohésion et rappellent que l'unité est la meilleure arme face aux épreuves. Pratique spirituelle bien connue des fidèles musulmans, le Qunut occupe une place particulière dans certaines prières. Mais quelle est sa signification et dans quelles circonstances est-il observé? Élément de réponse dans ce reportage de Barira Hama et Maman Sani Hassan. Le Qunut est un acte d'obéissance et de soumission à Dieu. Il se réfère à une supplication spéciale récitée pendant la prière lors des moments de difficulté ou de calamité. Ça consiste, pendant les 5 prières de la journée, de faire des invocations à haute voix à la dernière rakat. On présente nos doléances, nos demandes à Allah. Exactement. C'est ça la prière, les Qunut qu'on fait dans la prière. Et ça a une réponse rapide. Les Qunut, c'est une arme redoutable. Rien ne résiste au Qunut. Et on peut le faire. Il n'y a pas de telle limité. Et quand l'imam fait les Qunut, il les fait à haute voix. Tous ceux qui sont dans la mosquée disent Amin. Oh Allah, accepte l'invocation. Et Inch'Allah, nous ne serons jamais perdants si nous continuons à demander le secours de Dieu et demander sa protection. Ça, c'est une garantie que nous avons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple. Dès que les musulmans traversent un moment difficile, une situation qui ne dit pas son nom, lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce Qunut. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement les marabouts qui doivent prier. Non, non, non. Tout musulman, c'est Dieu qui l'a dit. Tant que tu es musulman, tu pries, Dieu accepte. Tout le monde doit prier. Il ne faut pas penser que c'est seulement la prière de marabout qui va être exaucée. Non, c'est seul Dieu qui sait et à qui il va accepter donc ces prières. Les termes Qunut, c'est le fait de rappeler aux fidèles musulmans leur devoir d'implorer son Créateur. Nous avons l'obligation vraiment de se rappeler de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait pour sauver sa Oumma. L'importance de ce Qunut au Niger, tout le monde voit. Vous voyez, le Niger n'est pas le pays le plus fort en matière des armes. Mais comme nous sommes à 99% des musulmans, et que Dieu, le Tout-Puissant, a dit de l'emploi, de demander ce que l'on veut. Les Nigériens, à travers tout le Niger, implorent Dieu. Et vous voyez que personne n'a pu et personne ne pourra atteindre le Niger, Inch'Allah. Chacun prend son Coran, tu lis ce que tu connais du Coran. Tu connais faire la Fatiha, alhamdulillah. Tu peux faire Kourou Allah, fais Kourou Allah 3 fois. Tu as les mérites de celui qui a lu le Coran en entier. Pourquoi?
pour que tu donnes ça comme une avance pour demander le secours et l'aide de Dieu. Nous avons lancé un appel pour que dans toutes les mosquées de Jumu'ah, les mosquées de vendredi, que les musulmans fassent le Qunut, qu'ils fassent les invocations, les doigts pour notre pays. Le Qunut est un élément important de la pratique spirituelle pour les musulmans d'exprimer leur obéissance et des supplications d'Allah lors des temps de besoin. Solidarité, respect mutuel et tolérance constituent les fondements de vivre ensemble. Pourtant, de nombreux observateurs constatent aujourd'hui un affaiblissement progressif de ces valeurs au sein de la société. Quelles en sont les causes et comment y remédier? Reportage de Moussa Nofa et Mamansane Hassan. Le plat au milieu, la main gauche tient la tasse. Sous l'arbre à palabres, on apprend les bonnes manières aux enfants. On rit et pleure ensemble. L'enfant de mon voisin, c'est mon enfant. Telles étaient les valeurs de vivre ensemble au sein des sociétés nigériennes d'autrefois. Les facteurs positifs de la vie en société est que les grandes amitiés se créent depuis l'enfance. C'est pourquoi tous ces enfants-là que vous confiez à X pour passer la journée, chaque parent peut corriger l'enfant de tout le monde. Et sur le plan religieux, tout ce que le sac que vous avez ouvert ce matin, quand le monsieur meurt, on ferme le sac et on prépare ça chez vous. Vous qui participez, vous préparez chez vous, on envoie chez vous pour que tout le monde mange ensemble parce que la joie de X est la joie de tout le monde. La peine de X est la peine de tout le monde et c'est ça la solidarité. Malheureusement, ces pratiques aussi importantes que nécessaires sont de plus en plus abandonnées. Aujourd'hui, le constat est amer. Quand vous avez un problème, vous allez remuer ciel et terre. Difficilement, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire semblant d'aide. C'est totalement différent. L'abandon de ces valeurs n'est pas sans conséquences. Ça peut créer la distance entre les hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand nous vivons ensemble et que l'un d'entre nous ne peut pas aider l'autre, donc c'est bien normal que chacun puisse vivre de son côté. Il n'y a pas ce qu'on appelle la cohabitation. Ça crée une distance entre les hommes. Et la difficulté va continuer à s'abattre sur les hommes. Parce que quand vous avez un problème, quand vous le partagez avec un autre, le problème va diminuer. Mais quand on vous laisse avec votre problème, le problème va persister, le problème va connaître une certaine progression qu'on ne souhaite pas. Enfin, les valeurs de vivre ensemble d'antan favorisent le partage, l'entraide, l'amour du prochain, mais aussi et surtout l'éducation collective. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.